Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Lucille Henix, ostéopathe installée récemment à Perrier dans la Manche, en Normandie. Et nous allons parler avec elle, bien sûr, d'ostéopathie, de son parcours et des conseils qu'elle peut nous amener pour notre bien-être au quotidien. Bonjour Lucille, ravie, merci pour cette rencontre. Alors la première question que j'ai envie de te poser, d'abord qui es-tu Lucille, et pour te présenter, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à l'ostéopathie? Je m'appelle donc Lucille. À la base, je suis issue d'Île-de-France où j'ai d'abord commencé ma carrière professionnelle comme infirmière. J'ai exercé pendant 8 ans ce très beau métier qui reste mon cœur de métier dans le fond. C'est à partir de ma deuxième année d'études d'infirmière que j'ai commencé à m'intéresser à l'ostéopathie parce que je découvrais la profession via une amie qui elle-même était déjà en études, qui m'avait recommandé un ostéopathe auquel aller voir. Et j'étais très intriguée qu'avec juste 2 mains, on arrivait à aussi bien soulager le corps humain, en tout cas dans une certaine mesure. Ce qui a fait que je ne me suis pas immédiatement lancée dans les études d'ostéopathie ou juste après mon diplôme d'état infirmier ou alors que je n'ai pas arrêté mes études, c'est qu'en discutant avec un ami médecin, il m'a dit quand même que j'étais à la moitié de mes études, que ce serait bête de ne pas aller jusqu'au bout. J'ai donc passé mon diplôme d'infirmière, j'ai exercé pendant 8 ans, j'ai roulé ma bosse dans plusieurs services, des soins intensifs, neurologie, cardiologie, de la réanimation neurologique. J'ai fait également un petit peu de services psychiatriques, notamment dans les addictions. Et ma fin de carrière, c'était surtout en faisant des remplacements libéraux, donc à domicile chez les gens. Ensuite, j'ai obtenu mon diplôme d'ostéopathie. Et l'occasion s'étant présentée à moi, je suis venue m'installer dans la Manche, d'où est originaire une partie de la famille de mon compagnon. Très bien, super parcours. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire? Peut-on définir ton métier? L'ostéopathie est une profession cadrée depuis quelques années seulement. Un premier décret en 2002, puis ensuite en 2007, a permis déjà de consolider le cadre de la formation. C'est un diplôme qu'on obtient après une formation de 5 ans en école. Les écoles doivent être accréditées par le ministère de la Santé. Il y a maintenant 2 ou 3 ans, certaines écoles n'ont plus reçu leurs accréditations et ont dû fermer, ce qui a été un vrai chamboulement pour beaucoup d'étudiants. La mienne a résisté. L'ostéopathie, c'est la manipulation et la mobilisation des muscles, tendons et ligaments, mais également des fascias, qui sont en fait des petites poches qui regroupent les muscles et les tendons par paquet, si on peut dire. Il existe également 2 types d'ostéopathie, à savoir l'ostéopathie structurelle et tissulaire. C'est quoi la différence par rapport à ces deux parties? L'ostéopathie structurelle c'est souvent l'ostéopathie dite cracking avec le trust. Quand on fait un geste, on entend crack, c'est la manipulation. Ah oui. L'ostéopathie tissulaire, c'est plutôt de l'ostéopathie dite douce par mobilisation. Donc on ne fait pas craquer. Ça, très schématiquement, pour beaucoup de patients, ça s'assimile beaucoup à du massage, mais du massage spécifique. D'accord, qui permet d'acquérir une meilleure mobilité, le fait de la partie tissulaire? Les deux ostéopathies, structurelle ou tissulaire, permettent d'améliorer la mobilité, la physiologie du patient. La tissulaire, c'est souvent un peu plus lent. Ça va souvent être des consultations un petit peu plus longues. Alors, il y a juste une chose à préciser, une ostéopathie dite tissulaire, donc douce, ne veut pas forcément dire une ostéopathie indolore. Quand on met les mains au point précis, à l'endroit exactement où ça fait mal, ça fait mal. Il faut parfois serrer un petit peu les dents ou ne pas hésiter à le signaler au thérapeute qui peut changer sa force d'appui ou son angle d'attaque, si je puis dire. D'accord, très bien. Et à qui s'adresse l'ostéopathie finalement? Est-ce que toutes les personnes peuvent consulter? À partir de quel âge? Est-ce que tu as des conseils à nous donner par rapport à justement quel âge on peut consulter? L'ostéopathie, c'est pour tout type de patient, quels que soient les profils. Ça peut être dès le nourrisson, dès 2 ou 3 jours de vie. Ça peut être jusqu'à la personne âgée, parfois jusqu'à 90 ou 95 ans. Ça peut être pour le grand sportif, ça peut être pour la femme enceinte. C'est ouvert à tout le monde à partir du moment où vous avez envie d'essayer. D'accord. Et pourquoi, en fait, finalement, on consulterait un ostéopathe? Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'il faut attendre d'avoir mal ou est-ce qu'on peut venir avant d'avoir mal en termes de prévention?
Alors très souvent, la majorité des consultations chez un ostéopathe, ça concerne des douleurs de dos, dites rachialgies. Donc des douleurs généralisées sur l'ensemble de la colonne vertébrale, les cervicales, les dorsales, les lombaires, un peu plus rarement le sacrum et le coccyx, dit coccygodynie ou sacralgie. Quelles sont les principales causes justement de douleurs de dos que tu traites justement en tant qu'ostéopathe? Alors, moi, je ne peux que vous recommander de consulter un ostéopathe en préventif. Nous sommes une thérapie manuelle fortement préventive. Quand on a mal au dos, oui, vous pouvez venir nous voir. Toutefois, il y a un petit bémol à saisir. Quand vous venez de vous faire mal au dos, que la douleur est très violente ou fulgurante, déjà, il faut s'assurer que il n'y a pas une fracture ou il n'y a pas une pathologie plus grave. Donc, si vraiment la douleur vous inquiète trop, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin traitant ou à prendre un avis médical. Ensuite, vous pouvez venir nous voir quand vous avez mal. Dans le plus chaud de la douleur, souvent les douleurs très aiguës, ça peut aller de 2 jours à parfois une semaine. Dans cette phase dite chaude, c'est parfois compliqué pour l'ostéopathe d'intervenir parce que justement le patient est tellement douloureux, les muscles sont tellement contractés que l'ostéopathie à ce moment-là n'aura pas un grand impact. Venir un peu plus tard en aval de cette douleur, une semaine, 10 jours, 15 jours, si la douleur bien sûr est gérable, c'est plus intéressant pour le patient comme pour le thérapeute. D'accord, mais comment on peut savoir du coup? Donc toi, tu préfères finalement qu'on aille consulter le médecin quand on a une douleur et c'est lui qui va finalement... J'ai un exemple qui me revient en tête, un patient qui m'a appelé le matin même en me disant qu'il venait de se bloquer le dos, tout bêtement, en prenant son manteau au porte-manteau. Donc vraiment le geste anodin, sans port de charge lourde extrême ou autre. Donc il m'explique simplement qu'il a très mal. Je lui explique que voilà, il faut peut-être laisser passer 2 ou 3 jours avant qu'on se voit. Il insiste, j'accepte. Et en fait, il arrive, il est conduit par sa femme, il entre dans le cabinet avec une béquille sous chaque bras. Et le simple fait de poser le pied par terre, il gémit de douleur. Et en fait, en l'allongeant sur la table, c'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus douloureux. En fait, je n'arrive pas à pouvoir faire une consultation productive, si je puis dire. Et j'explique à ce patient qu'au vu de la douleur qu'il a, puisqu'il se met vraiment à crier sur ma table, à un moment donné, je préférais qu'il aille voir un médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas une hernie discale monstrueuse ou quoi que ce soit. Le patient s'est effectivement retrouvé aux urgences, il a été hospitalisé une nuit, il avait ce qu'on appelle une sciatique paralysante, donc très aiguë. Et généralement, en tout cas dans ce cas-là, l'ostéopathie ne sert pas à grand-chose. Il faut d'abord soulager la douleur qui est très violente. Donc souvent, ce sont des antalgiques assez puissants qu'on met en place. Et revenir après quelques jours, au moins on va dire une petite semaine, revenir voir l'ostéopathe à ce moment-là. Une fois que ça va mieux et qu'on peut bouger finalement un petit peu. En tout cas, que la douleur est maîtrisée. Parce qu'effectivement, si je vous fais vous allonger sur la table, si c'est pour que vous hurliez de douleur à chaque manipulation ou à chaque fois que je vous demande de vous tourner à droite ou à gauche, vous n'allez pas apprécier votre séance d'ostéopathie. Pour moi, ça va être compliqué de la réaliser parce que j'ai de la peine pour vous et en même temps, vous vous contractez encore davantage à cause de la douleur. C'est pas l'idéal. En fait, c'est le corps qui réagit par rapport à la douleur. Donc musculairement, ça se contracte. Et plus on se contracte, plus on a mal finalement. En tout cas, pour les douleurs de dos, le plus souvent quand on a mal au dos, c'est qu'on a fait un geste pas comme il fallait, entre guillemets. On n'a peut-être pas contracté les abdominaux, on a peut-être relâché, on s'est mis en torsion avec le dos en voulant aller chercher un objet tombé sous une table. C'est souvent des petits gestes qui déclenchent des grandes douleurs de dos. Il ne faut pas croire que c'est un accident de voiture qui va vous faire venir dans mon cabinet, surtout pas. Mais voilà, ce genre de petits gestes qui engendrent de grandes douleurs. En cas de douleur, c'est très patient dépendant. Il faut apprendre à se connaître. Donc le plus souvent, quand les douleurs sont très violentes, les patients ont très peur, ont très mal et veulent être soulagés rapidement. Ils peuvent venir faire une première consultation. Si l'ostéopathe le juge nécessaire, il n'hésite pas à expliquer au patient que peut-être 1, 2 ou 3 consultations vont être nécessaires par la suite. En tout cas, on en essaye d'abord 2, surtout si la première n'a pas été très productive. Si à la deuxième consultation, le patient explique qu'il y a eu des améliorations, peut-être pas fulgurantes, peut-être pas incroyables, mais qu'il y a eu du mieux, ou que la douleur a commencé à changer. Avant, elle était à droite, bon, maintenant elle est passée à gauche. Il y a un jeu de rééquilibrage du corps qui se met en place et c'est intéressant à ce moment-là de poursuivre le traitement. D'accord. Ok. Et donc, du coup, quelles sont les principales causes de douleur que tu traites? Les principales causes de douleur, donc en fait, ce sont essentiellement des contractures musculaires. Quand on a mal au dos, c'est le dos qui s'est contracté suite à un faux mouvement, à un port de charge lourde, à un geste mal réalisé. Le dos a donc mal. Effectivement, les muscles
vont se contracter pour en fait immobiliser un peu le dos pour lui dire je ne veux plus que tu bouges parce que ça ne va pas bien, il faut que tu cesses l'activité. Donc l'ostéopathe essentiellement c'est du relâchement musculaire. D'accord. On ne Ok. va pas remuscler contrairement au kinésithérapeute qui lui avec des machines, avec des exercices particuliers va permettre à des pathologies inflammatoires par exemple de diminuer ou à des blocages articulaires de repartir de plus belle. Nous on va essentiellement relâcher les muscles, faire du massage profond presque. Profond, d'accord, pour que les muscles finalement se relâchent et évitent la douleur, quoi. Se relâche au début se relâche au début en partie pour ensuite se relâcher totalement. Ensuite, par contre, il ne faut pas garder des muscles tout le temps relâchés, puisqu'en fait, c'est en n'ayant pas contracté à temps au moment du geste une partie de nos abdos ou une partie du dos que la douleur est apparue. Ensuite, après, il faut remuscler progressivement son dos. Et à partir de là, on a naturellement le réflexe de contracter un petit peu ses abdos, les paravertébraux ou autres. Et même si on se blesse, parce que le dos n'est pas infaillible, bon, surtout si on s'est blessé une fois, il est très fortement probable qu'on se reblesse plus tard. Même si on se reblesse, souvent la douleur est moindre et la récupération est bien plus rapide et bien meilleure. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule une séance type ostéopathie quand on vient te voir? Alors, il y a des grands axes, on va dire, pour chaque thérapeute qu'on respecte, à savoir une partie anamnèse, une partie palpation ostéopathique et généralement un comparatif avant-après de nos résultats. L'anamnèse, qu'est-ce que c'est? C'est le mot scientifique pour dire le questionnaire d'entrée du patient. On vérifie ses informations administratives, le nom, le prénom, la date de naissance. On pose des questions sur les antécédents de santé et enfin on lui demande le motif de sa consultation. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui et comment il décrit sa douleur. À partir de là, moi je rajoute parfois l'examen clinique quand un patient m'explique par exemple qu'il trouve qu'il a une perte de sensibilité dans la jambe ou il trouve qu'il a moins de force dans un bras. C'est intéressant à ce moment-là de faire des petits examens, lui demander de nous serrer les mains, lui demander de lever les jambes ou autre, pour déceler ce qu'on appelle les drapeaux rouges, les red flags. Les red flags, ça veut dire arrêt de la consultation, on appelle son médecin traitant ou le SMUR ou le SAMU pour demander un avis médical. Typiquement, le cas le plus concret que j'ai eu en cabinet, c'est un patient qui arrive pour une douleur dans le mollet. Effectivement, le mollet droit, quand il arrive et que je le fais se déshabiller, le mollet, il est rouge, il est chaud, il est gonflé. Il a plusieurs symptômes qui pourraient faire penser à une thrombose veineuse profonde, donc un risque de phlébite, un risque de phlébite assez accru. Là, la consultation s'est arrêtée au moment de l'examen clinique. J'ai appelé le SAMU, ils lui ont réservé une place aux urgences et il a pu être pris en charge. Ça, c'est l'examen clinique. Ensuite, généralement, moi, je rajoute l'observation. J'aime bien demander à mes patients de retirer à minima le pantalon et les chaussures. S'ils sont pudiques, s'ils ont froid, s'ils sont plus à l'aise, ils peuvent garder un t-shirt. Mais j'aime les observer. Ça permet de remarquer parfois des bascules de bassin, parfois une jambe plus en avant par rapport à l'autre, des dysmorphismes osseux ou simplement des cicatrices. Ils ont oublié d'expliquer qu'ils s'étaient fait opérer d'une prothèse totale de hanche ou qu'ils avaient une opération du pied. Ça permet également d'observer, notamment au niveau des genoux, si les genoux sont en génou-valgum, format X, si les pieds sont plutôt aplatis vers l'intérieur, si on a le bassin qui part vers l'arrière ou autre. Tout ça, ça doit être pris en compte parce que ça peut guider vers le diagnostic, vers le diagnostic de la douleur. Donc on sait qu'il a mal, mais surtout, comment on va le prendre en charge après? Est-ce que l'ostéopathie seule va suffire ou est-ce qu'il faut parfois l'intervention d'autres thérapeutes ou d'autres professionnels de la santé? Donc j'observe mon patient. Après, je lui demande généralement, dans un premier temps, de s'asseoir sur ma table d'auscultation. Je commence à faire des petits tests en partant de la tête et en descendant vers le bassin. Ensuite, je lui demande de s'allonger. Et là, je fais des tests en partant des pieds vers le crâne. En fonction de mes tests, quand je trouve une dysfonction, un os ou une perte de mobilité au niveau d'une articulation, je m'arrête et je traite. Et donc moi, mon traitement, c'est de l'ostéopathie tissulaire, donc douce, donc du massage, de la mobilisation. Et parfois, tu réalignes finalement quand il y a des petits décalages par rapport finalement des douleurs qui peuvent être liées justement à ces décalages. Faut mettre réaligné un peu avec des guillemets. Je vais pas permettre à une articulation de remonter de 3 cm comme souvent les patients me disent, oui, mais j'ai le bassin de travers, il faut me le remettre droit. La seule chose qui peut vous le remettre droit, généralement, c'est un bon accident de la route où là, effectivement, on peut observer des vrilles de bassin assez impressionnantes. Par contre, en relâchant des contractures musculaires, en permettant aux muscles de se réétirer correctement,
à la fesse de pouvoir se redresser sans avoir mal et donc les lombaires de ne plus être en souffrance, oui, entre guillemets, on réaligne, mais on n'envoie pas un coup dans le patient et d'un coup ça débloque tout comme par magie. Ça aussi, c'est beaucoup rentré dans un peu l'imaginaire collectif. On réaligne tout, on réaxe. On relâche des muscles et avec ce relâchement, on permet au corps de retrouver un équilibre. Après, on sera toujours asymétrique. La nature n'aime pas la symétrie. Si vous prenez une photo de votre visage, les yeux, la bouche, le nez, rien n'est symétrique. Et une intelligence artificielle avait reproduit les deux moitiés du visage à l'identique. Et en fait, on est moche quand on est symétrique. Donc, il ne faut pas avoir honte d'être asymétrique, c'est très bien. Ça rassure alors. Oui, non mais il ne faut pas le prendre mal. Alors, quelles sont les différentes techniques d'ostéopathie que tu utilises, et notamment, par exemple, pour traiter les douleurs de dos? Parce que je sais qu'il y a pas mal de patientes que tu reçois dans ton cabinet qui ont des douleurs de dos. La plupart des patients et patientes, effectivement, au cabinet viennent pour des douleurs de dos. Moi, j'utilise exclusivement l'ostéopathie tissulaire, par choix et par conviction. Également parce que je ne suis pas très à l'aise avec l'ostéopathie structurelle. Je me trouve simplement moins bonne dans ce type de pratique. Donc, essentiellement, du massage, si on peut dire. L'objectif, c'est de repérer la zone en dysfonction dans le corps. Si, par exemple, c'est la hanche, si c'est l'épaule, si c'est le thorax. Essayer de remonter à la source de la dysfonction. Des fois, des patients vont me dire « j'ai très très mal au niveau de la poitrine, j'ai des douleurs intercostales ». Et en fait, en posant les mains sur le corps, beaucoup de douleurs sont effectivement situées plutôt à l'arrière du thorax, au niveau des omoplates. En relâchant cette zone-là, on permet au patient de pouvoir réouvrir un petit peu plus son thorax. C'est essentiellement ces techniques-là que j'utilise. Après, si on chipote un peu, j'utilise également du viscéral, donc c'est-à-dire que je m'intéresse également à la zone lombo-abdominopelvienne, donc vraiment tout ce qui se trouve dessous les côtes jusqu'au-dessus des os du pubis. Il faut savoir que certaines douleurs de dos peuvent parfois être induites par des problèmes intestinaux. Nos intestins et nos organes en fait sont rattachés à notre colonne vertébrale par des petits muscles, par des petits ligaments. Et des fois, quand ces intestins, ces organes, ou même tout simplement ces petits muscles sont inflammés, cette inflammation, juste par proximité géographique, elle est capable de se transmettre à la colonne vertébrale. Donc il n'est pas anodin, des fois, quand vous venez pour un mal de dos, notamment de lombaire ou dorsal, le thérapeute peut vous demander si vous ressentez des difficultés à la digestion ou au transit intestinal. Et c'est vrai que certains patients peuvent expliquer, effectivement, je suis très barbouillée après les repas, plus que d'habitude, je ressens des nausées. Effectivement, la digestion, c'est une calamité, ça me fait mal, ça met beaucoup plus longtemps que d'habitude. Et alors le transit, il peut être accéléré, il peut y avoir des cas de diarrhée, comme il peut être plutôt ralenti. Il y a des cas de constipation. C'est incroyable, comme quoi tout le corps est lié, finalement, tous les organes, tous les tissus, enfin tout est lié finalement. Beaucoup de choses sont liées dans le corps humain. Il y a des choses des fois que je n'arrive pas à m'expliquer. Quand je traite les jambes, des fois j'ai le ventre du patient qui se met à gargouiller. Je n'ai toujours pas compris le lien anatomique entre les deux et je pense qu'il y a des mystères qu'il n'est pas bon de résoudre. Ouais. Et quels conseils donc du coup donnerais-tu pour prévenir justement les douleurs du dos? La première chose, c'est l'activité physique, quelle qu'elle soit. Mais attention, si je puis dire, il faut que ce soit une activité dite un peu ergonomique. Je m'explique. J'ai des patients et des patientes au cabinet qui viennent, qui ont des professions physiques. Des assistants, assistantes maternelles, des salariés en usine avec des gestes répétitifs toute la journée, des artisans dans le bâtiment, menuisiers, charpentiers, également des agriculteurs, notamment je pense aux agriculteurs bovins qui produisent du lait et au moment de la traite, quand ils ont un cheptel de 150 bêtes, devoir toujours utiliser le bras pour brancher les pistons, au bout d'un moment ça use leurs bras, leur bras majeur. Toutes ces professions, effectivement, elles sont physiques. Il y a une dépense énergétique et calorique qui est indéniable. À la fin de la journée, ils dorment bien, ces patients-là, généralement. Par contre, attention, très souvent, dans leur esprit, c'est comme j'ai déjà un métier qui est physique de base, j'ai pas besoin de faire du sport pour m'entretenir. Sauf que, dans ces professions très physiques, il y a toujours un bras qui va être dominant par rapport à l'autre. On va toujours avoir l'habitude de soulever une charge lourde en étant en appui sur une jambe en particulier. On va en fait utiliser notre corps de manière plutôt asymétrique et parfois, pour aller vite, parce que c'est la fin de journée, parce qu'on est en retard, on va précipiter le geste, on va mal le réaliser. Et comme je disais tout à l'heure, c'est souvent dans le petit geste anodin, tirer une perche vers soi, que la douleur peut apparaître. Donc oui, il y a une dépense énergétique. Ça ne veut pas dire par contre que votre corps va être musclé de façon à pouvoir encaisser de l'activité physique, des efforts physiques réguliers et parfois intenses.
En plus de votre profession physique, il faut idéalement pratiquer une activité physique. La première et celle que tout le monde peut absolument pratiquer, peu importe l'équipement ou autre, c'est la marche à pied. Pour les douleurs, notamment pour les lombalgies, donc vraiment les douleurs en bas du dos qui ciblent les lombaires, la marche à pied, ça a été prouvé par la science, environ 20 minutes de marche à pied par jour, c'est très bien. Et si au début 20 minutes de marche à pied, c'est trop pour vous, mais il ne faut pas hésiter à démarrer avec des très petits objectifs. Techniquement, il n'y a pas de petits objectifs, il n'y a que l'objectif de départ. Et si vous vous y tenez, au bout d'un moment, vous allez prendre du plaisir à réaliser votre activité physique. Donc prenons l'exemple de la marche à pied. Peut-être au début que vous allez marcher que 5 minutes, peut-être après que ce sera que 10, puis que 15, et puis peut-être que vous allez avoir une baisse de régime pendant la mauvaise saison, parce qu'effectivement, sortir dehors pendant 10 minutes alors qu'il pleut, c'est pas cool. Sauf qu'on l'observe, au bout d'un moment, vous prenez plaisir à faire l'activité physique de votre choix, et donc vous augmentez petit à petit la durée, l'intensité ou l'effort physique. Ça, c'est la base. La marche à pied, c'est vraiment le b.a.-ba. Ensuite, si vous avez mal au dos, il ne faut pas hésiter à faire un petit peu de renforcement musculaire. Renforcement musculaire de la gaine abdominale et également tout le long du rachis. Généralement, les exercices que je recommande viennent d'un kiné qui s'appelle Major Mouvement, qui est très connu sur les réseaux sociaux, notamment parce qu'il a été invité à faire un discours à l'OMS. Ce kiné a réalisé une vidéo qui s'appelle Les 3 essentiels de McGill. Donc McGill, McGill, c'est un kiné américain. Il préconise de réaliser 3 exercices que je vous laisserai découvrir. Il n'y a pas besoin de matériel pour ces exercices. Un tapis ou une serviette de bain par terre. Ce sont des exercices à poids-le-corps, mais qui permettent d'axer gaine abdos, rachis lombaire, dorsal et un petit peu cervical. Et ces exercices, il le précise, peuvent se réaliser de 2 manières. Une version un peu longue, quand vous n'êtes pas trop fatigué après votre journée de travail, qu'en plus il y a eu pas mal d'efforts physiques dans la journée où vous commencez à sentir des douleurs qui apparaissent, qui sont un peu sous-jacentes. Cette version un peu longue, elle dure 20-25 minutes en fonction des temps de repos nécessaires. Cette série d'exercices peut aussi se réaliser d'une manière beaucoup plus rapide, 10 minutes. Là, c'est quand vous rentrez que franchement, vous êtes claqué par la journée, il n'y a pas beaucoup de temps pour vous de faire du sport parce que peut-être que vous avez des enfants, que vous avez des obligations ou autres, mais quand même, votre dos il commence à manifester des douleurs et vous ne voulez pas que ça s'amplifie. N'hésitez pas à mettre en place du coup ces exercices. Pourquoi pas au début peut-être les faire que 2 ou 3 fois dans la semaine. C'est compliqué de se lancer dans un exercice d'entrée de jeu tous les jours, le faire de manière régulière. Par contre, en le mettant en place 2 fois dans la semaine, si vous vous rendez compte que déjà ça va mieux, il n'y a pas photo, c'est que le dos a simplement besoin d'être musclé pour encaisser les efforts de la journée. Et donc à ce moment-là, il suffit de reproduire l'exercice peut-être de 2 à 3 fois par semaine, puis pourquoi pas à 4, puis pourquoi pas au final tous les jours. Mais juste 10 minutes de renforcement musculaire tous les jours, ça va pas vous donner un physique de bodybuilder, faut pas le croire, mais par contre ça va vous permettre de renforcer juste ce dont le dos a besoin pour que vous puissiez tenir votre journée sans finir en PLS à la fin. Non mais c'est sûr, tu as raison complètement sur la régularité, parce que quand on fait une activité physique régulière, qu'on aime, et c'est vrai que la marche, c'est accessible à tous finalement, et puis aussi par rapport à des femmes qui avancent dans l'âge, la marche c'est aussi intéressant pour la densité osseuse aussi, qui prévient la densité osseuse, et c'est vrai qu'on peut l'intégrer facilement dans notre quotidien. Je le dis souvent, je le partage avec des femmes, on emmène les enfants où on va chercher son pain, pourquoi pas se garer 200 mètres avant, même au travail, on se gare 200 mètres, ce qui fait 200 mètres aller, 200 mètres retour, mais mine de rien, finalement c'est de la marche, ça fait du bien, même le week-end, ça permet aussi de sortir finalement du schéma travail, métro, boulot, dodo. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc du coup, ça permet aussi, pour son bien-être émotionnel aussi, le fait de se vider la tête, et en même temps on se fait du bien. Du coup. Oui, et effectivement, tu soulèves un point qui est très intéressant. Il faut faire une activité physique qu'on aime. Je vous donne un exemple. Moi, si vous me demandez d'aller faire de la natation tous les jours, vous pouvez être sûr que jamais de ma vie, je vais ramener mes fesses à la piscine. Par contre, si vous me demandez d'aller faire de la marche, d'aller faire de la randonnée, pourquoi pas de faire du run, pourquoi pas de faire du renforcement musculaire avec des kettlebells ou des haltères. Là, oui, je suis votre femme, j'arrive, il n'y a pas de souci. Mais clairement, moi, la natation, c'est pas le sport qui me fait bicher. Donc vraiment, il faut se trouver une activité qu'on aime. Parfois, en fonction de son budget, on ne va pas se mentir, devoir aller à la salle, c'est un budget, et se dire que de tout le mois, on n'y est pas allé, on peut être un petit peu énervé par rapport à ça. Mais très sincèrement, on peut faire du sport chez soi en s'équipant au début avec 3 fois rien.
Ouais. Vous pouvez vraiment un tapis de gym par terre, quelques poids, et pas forcément des lourds pour commencer. Du 2 kg, c'est Bien très bien. Il sûr. n'y a pas de petits objectifs, il n'y a que des objectifs de départ. Mais ne pas hésiter des fois à s'équiper un tout petit peu et pouvoir se dire je rentre à la maison, j'ai pas à prendre la voiture pour aller à la salle, même s'il fait un temps de chien dehors, c'est pas grave, je suis au chaud avec la maison, je peux surveiller mes enfants ou autre, c'est très bien. Et pour les promeneurs de chiens, n'hésitez pas à faire des promenades un peu plus longues. Généralement, votre toutou vous en remerciera et ça vous permettra effectivement de vous vider la tête. Donc, il faut se munir d'un chien si on veut marcher. Un chien ou un enfant, c'est pas mal. Il paraît que c'est pas mal motivant. Aussi, oui. Existe-t-il des exercices spécifiques que tu recommandes pour justement renforcer le dos et éviter les douleurs? Est-ce qu'il y a vraiment des exercices spécifiques? Tous les exercices en soi que vous pouvez faire à la salle de sport sont bons. Au bout d'un moment, toutefois, il faut avoir conscience que si les exercices, je reprends notamment les exercices de la vidéo, les essentiels de McGill, donc ils sont faits à poids le corps, c'est-à-dire sans poids supplémentaire, juste le poids de votre corps humain à vous. Si au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous réalisez les exercices de manière régulière, mais la douleur revient quand même au bout d'un moment. C'est le signe tout simplement qu'il faut commencer à mettre du poids dans vos exercices, c'est-à-dire commencer à avoir peut-être des haltères, des kettlebells, parfois juste des bouteilles d'eau, les grosses bouteilles d'eau de 2 litres. Decathlon fait des haltères gourdes, des gourdes en forme d'haltères en plastique que vous remplissez d'eau, c'est assez génial parce qu'une fois que c'est vide, ça pèse 3 fois rien, mais ça peut quand même resservir après. À ce moment-là, pas hésiter à mettre un peu de poids, tout simplement, puisque de toute façon, votre dos, il est assez bien conçu pour pouvoir soulever de la charge. Alors bien sûr, vous n'allez peut-être pas soulever 80 kg, mais normalement, un sac de course de 5 à 6, 7 kg, vous devriez pouvoir être en mesure de pouvoir le soulever sans avoir mal. Donc pas hésiter. Des fois même, le sac de course, vous faites le test, vous en prenez 2 de façon plutôt équilibrée et vous essayez un tout petit peu de le lever. Il faut idéalement travailler vraiment avec des poids symétriques. Identique. Voilà, pas 4 kg dans une main, 6 kg dans l'autre, parce que là, effectivement, le corps va devoir compenser ce déséquilibre. Et sur le long terme, c'est ça qui lui fait mal. Donc, si possible, des poids symétriques, mais ne pas hésiter à s'équiper parfois un petit peu avec des poids. Comment l'ostéopathie peut-elle aider des femmes durant la ménopause? Parce qu'on sait que c'est vraiment une période qui est quand même charnière pour nous. Les femmes, quand on approche 45, 50 ans, on voit que notre corps change. Les effets de la ménopause sont assez compliqués. Est-ce que tu as des conseils à nous donner par rapport à justement l'ostéopathie? Alors très souvent, les femmes sur la tranche d'âge de la ménopause, je parle également de la préménopause comme de l'après, une fois que la ménopause est déclarée, le corps effectivement change. Souvent, c'est d'abord un peu un impact moral sur la femme. C'est clair. Il y a les baisses d'hormones, le corps ne réagit plus pareil. Certaines femmes vont prendre du poids, d'autres vont avoir les bouffées de chaleur qui peuvent se révéler très handicapantes dans leur quotidien. Déjà, c'est de ne pas rester seul face à ça. Internet, c'est un bijou assez incroyable qui peut libérer la parole de la femme. N'hésitez pas à aller sur les réseaux et parfois juste à lire les commentaires qu'il peut y avoir. Il y a parfois de très bons articles qui permettent de dédramatiser la situation ou de vous mettre en relation avec des personnes qui ont les mêmes symptômes que vous. Et ça, mine de rien, l'entraide féminine, elle est assez forte là-dessus. Ensuite, au niveau du corps humain, les femmes peuvent prendre du poids. Elles peuvent avoir des douleurs qui apparaissent à ce moment-là, notamment des douleurs dans le bas du dos. Il y a également l'ostéoporose qui commence à pointer le bout de son nez. Il faut faire attention à ça. Vis-à-vis de la masse osseuse, un petit coup avant ne faisait absolument pas mal. Et puis là, on le réalise et on peut carrément se casser un petit os ou se le fêler. L'ostéopathie, dans ces moments-là, on va bien sûr aider, comme toujours, sur les problèmes de dos. On peut également aider au niveau des intestins et du bien-être un petit peu du petit bassin. Il y a souvent des sécheresses vaginales qui peuvent apparaître, il peut y avoir des désagréments dans la vie sexuelle. On n'est pas habilité, nous les ostéopathes, à pratiquer des gestes invasifs sur la sphère gynéco-urinaire, mais on peut venir travailler en tout cas sur le dessus, vraiment au niveau du petit bassin, lombo-abdominopelvienne. Ça, c'est un peu notre cheval de bataille. C'est super intéressant et c'est vrai que dans Femmes en Harmonie, l'idée c'est vraiment de partager des conseils, des astuces pour finalement mettre en avant cette période, qu'elle se passe bien et que, comme tu le dis, on peut tout à fait prendre soin de soi. D'ailleurs, c'est cet âge-là où on prend soin de soi, puisque les enfants, généralement, sont grands. On s'est longtemps occupé des enfants. Et puis, c'est un âge où on commence à prendre soin de soi
Et par le sport, par l'activité physique, mais aussi par tes soins, notamment en ostéopathie, parce que ça permet de mieux comprendre, en tout cas de mieux se comprendre. Oui, Voilà. il ne faut pas hésiter non plus, en plus d'avoir une activité physique, une alimentation équilibrée, bien boire de l'eau, etc. Je préconise, alors un peu pour tous les âges de la vie, mais je trouve que à partir de 45-50 ans, c'est important de l'avoir en tête. C'est important d'avoir un hobby à soi, un loisir à soi, qui nous permettent qui nous permettent un petit peu, pas de faire de la méditation, mais presque, de pouvoir nous ressourcer. Ouais. Ça peut être un moment que vous partagez bien sûr avec vos proches ou avec des amis. Ça peut être aussi un moment à vous si je dis n'importe quoi, si vous aimez énormément lire, bah, s'octroyer 1 heure dans le week-end où vous expliquez à tout le monde, bah, en fait là, c'est mon moment à moi. Donc vous êtes gentil, vous êtes beau, vous êtes mignon, vous êtes grand et indépendant. Vous, pendant 1 heure, vous considérez que je ne suis pas là. Et après, ça repart. Avoir ces moments à soi, de 1 heure, de 20 minutes, de 10 minutes ou que sais-je, c'est aussi important pour le bien-être mental. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Okay. Complètement. Mon dimanche matin est sacré. Je m'accorde du temps pour moi, ça me fait du bien et finalement c'est se recentrer sur nos besoins, nos émotions aussi quelque part. Ça peut être, comme tu l'as dit, une marche ou courir, enfin faire une activité qui nous plaît et ça permet de se recentrer vers soi. Finalement. Et souvent de pouvoir évacuer peut-être les mauvaises émotions qu'il y a eu durant la semaine. Alors toutes les semaines, les semaines sont souvent des montagnes russes. On dit souvent pour les femmes, en plus d'une journée à l'autre, ça peut être totalement différent, mais pour les hommes aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais effectivement, pouvoir se dire, bah, là j'évacue, pendant 1 heure, je vide un peu, c'est comme vider sa baignoire, retirer le bouchon, ça part, je suis toute seule, je suis au calme, je vais prendre du recul par rapport à une situation. Et généralement, les proches le sentent quand vous n'avez pas pu avoir un temps pour vous. On est souvent, enfin les femmes comme les hommes, mais on peut se montrer irrité, désagréable, voire carrément agressif. Et ça, c'est important aussi d'arriver à en prendre conscience de ces signes, de ces symptômes, et d'être capable de se dire, ok, bah là, j'ai besoin d'une pause. Il faut que je m'arrête pendant 1 heure, pendant un jour, pendant juste 2 minutes. Mais à un moment donné, il faut souffler. Il ne faut pas avoir honte de reconnaître qu'on a tous besoin de souffler dans la vie. Oui, bien sûr, tout à fait. Peux-tu nous parler des cas les plus complexes ou les défis que tu as rencontrés dans ton travail ? Alors là, tout de suite, ce qui me vient à l'idée, les défis les plus complexes, ce sont les patients porteurs de pathologies osseuses, souvent, notamment des scolioses très avancées. Donc vraiment, il n'y a pas besoin d'être docteur pour voir à l'œil nu que le dos, la colonne vertébrale fait un très beau S, avec justement souvent une très grosse asymétrie au niveau des épaules, un bassin qui lui est totalement déséquilibré. Souvent, ce genre de scoliose actuellement, je l'observe beaucoup chez des patientes âgées, donc c'est-à-dire la génération de nos grands-parents qui, quand l'enfant présentait une scoliose, à l'époque, c'était c'est comme ça, on n'y peut rien, et puis tu vas serrer les dents et avancer. Donc effectivement, elles arrivent à un âge, ces dames-là, l'ostéopathie peut se révéler des fois être assez compliquée. Au demeurant, même si elles ne peuvent pas se tourner, même si elles ne peuvent pas beaucoup bouger, au moins on peut relâcher certaines zones du corps et elles ressentent la plupart du temps quand même un soulagement après la séance d'ostéopathie. De là à vous dire que c'est un soulagement qui va durer pendant 1 an, peut-être pas, il faudra qu'elles reviennent régulièrement, peut-être 1 fois par trimestre, peut-être seulement 2 fois par an, ça c'est très patient dépendant. Dans les challenges aussi que je peux avoir sont les petits bébés qui arrivent, et souvent les petits bébés, après 6 mois, c'est incroyablement énergique et ça ne veut pas rester en place sur la table. Donc il faut faire preuve de beaucoup d'imagination et de patience, et très souvent, enfin là, petite dédicace aux parents qui amènent leurs enfants en ostéopathie. Heureusement que vous êtes là, parce que sinon je n'y arriverai pas tout seul à gérer votre petite bestiole. Et non, c'est à peu près ça. Le dernier gros défi à réaliser, ça c'est homme ou femme confondu, c'est quelle que soit la tranche d'âge, c'est le patient qui reste très tendu de manière inconsciente sur la table. Vraiment le patient ou la patiente qui n'arrivera pas à relâcher. Je le dis souvent à ces patients-là, je ne peux pas vous combattre et vous traiter en même temps, il faut choisir l'un ou l'autre. Et souvent, c'est lors des premières consultations que c'est le plus dur, parce que on ne se connaît pas, je pose plein de questions sur eux, mais eux n'ont pas le droit d'en poser sur moi, je leur demande de se déshabiller, je leur demande de fermer les yeux et de se laisser aller, donc il y a quand même une notion un peu stressante lors de la première consultation que j'entends tout à fait. Donc généralement la première consultation c'est un peu un combat presque de gladiateur, ou en tout cas de lutte acharnée pour moi, et je les revois X semaines ou X mois plus tard, et là par contre ils se laissent totalement aller parce qu'ils savent comment ça se passe, que je les ai pas mangés la première fois, et c'est assez incroyable de voir souvent cette différence. Oui, puis il y a une certaine confiance à avoir, ils ne te connaissent pas,
Et il y a aussi un lâcher-prise quelque part. Tout à fait. Il y a une relation de confiance, on le sait, ça se construit avec le temps. Ça ne peut pas se faire en une consultation et je pense qu'on peut s'interroger sur la santé mentale de la personne qui donne sa confiance dès la première heure. Enfin, santé mentale, c'est beaucoup dire, mais en tout cas sur son équilibre de vie. Et effectivement, ce lâcher-prise qui est très compliqué pour certains patients. Il y a des patients des fois que je vois depuis plusieurs mois. Je ne sais pas pourquoi, sur une consultation, ils n'arriveront pas à lâcher prise. En creusant un petit peu à la fin, il y a souvent un problème au travail, il y a un conflit dans la famille où il y a quelque chose, donc c'est souvent l'environnement autour. D'où l'importance vraiment d'avoir un environnement le plus sain possible. Je ne vous dis pas de vous séparer de tous les membres de votre famille ou de tout votre réseau amical qui peut des fois se révéler un peu envahissant, mais être capable de prendre du recul face à une situation et dire « Ok, chez eux ça ne va pas bien, je les aime très fort, mais c'est pas ma vie elle s'arrête là, je peux leur envoyer des ondes positives, je peux prendre des nouvelles, mais s'investir en termes d'énergie psychique, stop, à un moment donné, c'est pas un réservoir inépuisable. Oui, non, tout à fait. Ouais. Et d'après toi, quelle est la fréquence idéale pour venir te voir, enfin voir un ostéopathe? C'est très patient et patiente dépendant. Moi, ce que je recommande dans mon cabinet la plupart du temps, parce qu'on est dans une zone où je trouve que les patients et les patientes sont très résistants à la douleur. Vous avez les épaules solides dans le coin. J'aime bien préconiser 2 séances d'ostéopathie par an, une tous les 6 mois à peu près. Et si vraiment tout va très bien, qu'il n'y a pas de douleur ostéo-articulaire particulière ou de désagrément dans le corps, pourquoi pas ne s'en tenir qu'à une consultation par an. Mais une consultation tous les 6 mois, ou changement de saison, c'est bien. Ça vous laisse généralement le temps de vous casser, mais pas trop. Oui, donc oui, régulièrement, enfin une fois par prévention, si tout va bien. Si tout va bien, une fois par prévention, c'est super. Si par contre on commence à souffrir un peu du dos, qu'on a des douleurs chroniques qui reviennent de manière cyclique, pas hésiter à venir au moins 2 fois. Comment l'ostéopathie se différencie-t-elle des autres approches comme kinésithérapie, la chiropraxie? Quelles sont les différences par rapport à ces différentes pratiques? Alors d'abord, les différences se trouvent au niveau des études. Pour être masseur kinésithérapeute, il faut actuellement passer par médecine et ensuite c'est 5 ans d'études. Les kinésithérapeutes, eux, sont habilités à poser des diagnostics ostéo-articulaires, ont généralement été formés pour utiliser des machines de rééducation et vont vous aider aussi bien à relâcher puisqu'ils sont masseurs kinésithérapeutes, donc ils font pratique du massage, mais ils vont aussi rééduquer, remuscler un muscle, redonner de l'amplitude à une articulation. Ça, c'est vraiment leur boulot et c'est vraiment leur cœur de métier. Un chiropracteur, c'est 6 ans d'études et leur petit plus par rapport à nous, les ostéopathes, alors qu'on est tous les deux, nous sommes 2 professions qui ne font pas partie du Code de la santé publique, eux sont beaucoup plus cadrés au niveau de la formation. C'est 6 ans d'études, il y a 2 écoles actuellement en France si je ne me trompe pas. Eux sont habilités également aussi bien à faire du structurel qu'à faire du massage. Par contre, pour ceux qui ont déjà pratiqué une séance de chiropraxie, ils ont généralement une table de consultation qui est assez imposante, qui peut se plier un peu dans tous les sens. Ils sont donc habilités à utiliser cette machine qui leur est propre. Nous, les ostéopathes, la plupart du temps, on peut faire des manipulations comme des mobilisations, donc on peut faire du cracking comme de l'ostéopathie tissulaire. Et nos seuls outils sont généralement nos mains et une table de consultation assez standard, à la limite pour certains, pour le confort des femmes enceintes, la tête de la table pour se lever, mais ce sont nos outils de base. Ce serait ça, pour moi, les grandes différences. Et vraiment, nous les ostéopathes, alors autre petite différence à noter chez les chiropracteurs et les ostéopathes, les chiropracteurs vont essentiellement focaliser leur traitement autour du rachis, vraiment autour de la colonne vertébrale de l'appareil locomoteur. Nous, les ostéopathes, on est beaucoup plus global, si je puis dire. Ouais. C'est pas parce que vous avez mal au dos que je vais forcément vous mettre les mains sur le dos. Peut-être que vous avez mal au dos parce qu'il y a l'estomac qui est un peu comprimé ou qui a été remonté parce qu'il y a eu un coup lors d'un art martial ou que sais-je. Donc, je vais entendre votre douleur. Je ne vais pas forcément aller là où vous me dites que vous avez mal. Oui, c'est beaucoup plus général par rapport à notre forme physique, finalement. Oui, vraiment, l'ensemble du corps humain. On parle souvent de prise en charge holistique, globale. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous partager une success story de ce que tu as obtenu avec... est-ce que tu as des souvenirs avec une patiente, un patient Moi, il y a une patiente qui me revient en mémoire. C'était une femme d'une 60aine d'années qui est venue au cabinet pour des douleurs de ventre, justement. Elle avait mal vraiment
dans cette zone, dans toute cette zone épigastrique, petit bas-ventre, et également les deux côtés sous le foie et l'estomac. En creusant un petit peu au moment de l'anamnèse, il se révèle que les douleurs sont apparues à une date assez nette, à peu près 7 ans avant, enfin il y a à peu près 7 ans. Ça coïncide avec le décès de sa maman, donc enfin, là je commence à m'interroger, est-ce que voilà, il n'y aurait pas un traumatisme psychique inconscient qui aurait persisté, sur lequel c'est compliqué pour nous les ostéopathes d'agir, puisque c'est plutôt le domaine des psychologues et des psychiatres. Au demeurant, on poursuit l'entretien, la patiente monte sur la table. Effectivement, sous les mains, au niveau du ventre, c'est très dur, c'est contracté, mais ça finit par se relâcher. Et quand même, je lui dis que l'ostéopathie, c'est très bien pour son ventre, mais qu'à un moment donné, si elle a mal au ventre, c'est peut-être qu'il y a une inflammation quelque part. D'où le fait d'être assez global dans notre prise en charge. Ouais. Et je lui ai recommandé une petite plante bio que je connaissais de par des traitements ultérieurs qu'une naturopathe m'avait donné. Je lui ai dit que voilà, si elle avait envie, elle pouvait tester la plante et me dire ce qu'il en était après. Je revois effectivement la patiente quelques mois plus tard et elle m'explique qu'en fait que ça va beaucoup mieux. Il y a toujours un fond de douleur, il faut qu'elle revienne régulièrement me voir, mais avec la séance d'ostéopathie, elle a eu très mal pendant 2 jours. En fait, après, elle a pu refaire des gestes du quotidien qu'elle ne faisait plus ou juste pouvoir profiter de sa journée comme elle ne le faisait plus avant avec les douleurs. Et surtout avec la plante qu'elle prend régulièrement, c'est plus maintenant cette plante qui a pris la relève du traitement ostéopathique en la soulageant de manière beaucoup plus globale. Ouais, puis c'est intéressant, en fait, on voit la relation, le corps et l'esprit. Dans finalement l'équilibre émotionnel, la santé émotionnelle joue un rôle finalement. Notre corps finalement le corps parle finalement de nos émotions parfois sur les douleurs. Oui, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment intéressant de prendre le temps avec son patient de faire une anamnèse et parfois peut-être une anamnèse poussée. Après, bien sûr, à l'anamnèse, s'il y a des questions qui gênent le patient, ayez toujours à l'esprit que vous êtes en droit de dire je ne souhaite pas répondre à la question. On n'est pas flic, on n'est pas policier, pardon. Vous n'avez pas à nous livrer votre vie intégrale. Mais des fois, voilà, ce genre de petits, ce genre de coïncidence, c'est pas anodin. Après, je n'empiète pas sur les plates-bandes des psychologues. Nous sommes 2 professions différentes à part entière et on ne prend pas en charge de la même manière le patient. Et après, en autre petite success story, ce que j'aime bien la plupart du temps, c'est quand j'ai pas vu les patients depuis parfois 1 an, voire 1 an et demi, comme ça m'arrive là dernièrement au cabinet, et de leur demander, mais la dernière fois, comment ça s'est passé après la consultation, parce que je vous ai pas revu dans l'immédiat. Ils m'ont dit, vous savez, si je suis pas revenue, c'est que vous m'avez fait du bien, hein, ça allait mieux. Voilà, ça fait toujours plaisir au moral. C'est clair, c'est clair. Et puis ça fait du bien aussi. Oui, c'est de se dire que soit les conseils qu'on a donnés ont été mis en place et donc en fait le patient tout seul s'est entretenu, soit effectivement, juste avec un traitement ponctuel, on a permis au corps de se relancer, de retrouver un peu un dynamisme et un équilibre qui s'est poursuivi jusqu'à la prochaine séance. Très bien. Alors, aurais-tu un message à communiquer pour les personnes qui ne croient pas du tout en l'ostéopathie ? Alors, il faut savoir que l'ostéopathie, effectivement, aux yeux de la science, nous sommes juste une thérapie placebo. Ça, malheureusement, c'est prouvé scientifiquement, même si maintenant, quelques études commencent à sortir pour prouver l'inverse. À ceux qui ne croient pas en l'ostéopathie, vous avez tout à fait le droit. Toutefois, si un jour vous avez envie d'essayer, allez-y avec l'esprit relativement ouvert, puisque si on y va en disant, avec l'état psychique de quelqu'un qui sait que rien ne bougera, bon, il y a des chances qu'on ne soit pas très réceptif au traitement. Il faut essayer une fois. Il ne faut pas avoir honte si ça ne marche pas. Des fois, il faut une deuxième séance et puis des fois, c'est tout simplement pas la thérapie qui nous convient. Et là aussi, c'est pas grave. Il y a une quarantaine de professions de soignants et d'auxiliaires de santé. Il ne faut pas hésiter à brasser large et des fois, on met un peu de temps à trouver le thérapeute qui nous convient ou la spécialité qui va nous aider. Mais ça se fait. Oui, et puis il y a de plus en plus de gens qui cherchent à avoir des solutions autres que médicamenteuses finalement et d'aller vers des solutions comme l'ostéopathie, comme la sophrologie, comme l'hypnothérapie. Enfin, il y a plein de médecines alternatives qui sont intéressantes, à chacun de trouver finalement ce qui lui convient. Tout à fait. Les médecines alternatives, il faut toujours rester un petit peu prudent. Des fois, il y a un peu des vendeurs de perlimpinpin. Il faut faire attention au diplôme qui est souvent présenté par le thérapeute. En tout cas, si c'est un diplôme entre guillemets sérieux qui vient d'une école ou s'il a juste passé 2 semaines à l'apprendre en webinaire, bon, la qualité n'est peut-être pas toujours la même.
Ce qui fait aussi l'explosion un peu de ces thérapies alternatives, ce sont les déserts médicaux. Effectivement, aller voir son médecin traitant pour lui dire qu'on a mal au dos. Très souvent, les médecins traitants vont essentiellement chercher à soulager la douleur en prescrivant des médicaments. Pour le patient qui n'est pas trop médicament ou qui sent qu'il a mal, mais que la douleur est encore relativement gérable, ce n'est pas souvent la réponse qu'il souhaite. Après, attention, dans l'imaginaire collectif, l'ostéopathie peut soulager en une consultation. C'est vrai dans certains cas, dans des douleurs aiguës, dans des douleurs chroniques ou pathologiques fortes, attention, des fois il faut plusieurs séances, parfois ça peut être sur une année seulement qu'on va voir les résultats. On n'est pas magicien et si on pouvait faire disparaître les douleurs en un clinquement de doigts, je pense qu'on claquerait des doigts toute la journée pour soulager nos patients. Tout à fait. Quel conseil donnerais-tu aux femmes justement de notre communauté qui les aideraient à maintenir un bien-être au quotidien? Est-ce que tu as des astuces, des conseils à leur donner? Ne pas hésiter à faire de l'activité physique. Même si c'est que 10 minutes de marche à pied par jour, c'est pas grave, c'est déjà ça et c'est très bien. Et s'y tenir. Peut-être pas tous les jours au début, comme je disais, peut-être 2 fois dans la semaine, mais petit à petit ça vient. Donc bougez et trouvez votre manière de bouger, votre activité physique qui vous convient. Idéalement, si vous pouvez également faire un peu une introspection sur votre alimentation, n'hésitez pas, des fois on ne se rend pas compte. On peut manger beaucoup de charcuterie, on peut manger parfois très gras, enfin trop gras ou trop sucré. Il ne faut pas oublier qu'en mangeant plus sainement, des fois il y a des désordres intestinaux d'une part qui diminuent tout de même, mais aussi que certains aliments peuvent déclencher de l'inflammation dans le corps humain. Je pense notamment au lactose. Le lait c'est très bien, c'est super, mais on commence à revenir un petit peu sur le discours que les politiciens nous sortaient avec ce fameux slogan « il faut manger 5 produits laitiers par jour ». Attention, dans l'enfance peut-être, à partir du début de l'adolescence, il n'y a plus d'intérêt à consommer autant de laitage. Pareil au moment de la ménopause, oui, il faut consommer un peu de laitage pour l'apport calcium, mais ça ne sert à rien de manger 3 yaourts à la fin du repas. Et souvent le lait, enfin en tout cas le lactose, peut être responsable d'inflammation dans le corps humain. Et des fois, juste en diminuant sa consommation, bizarrement, on a moins mal aux articulations. Et enfin, pensez à vous reposer. Une douleur qui vous empêche déjà de vivre dans la journée, si la nuit en plus vous n'arrivez pas à dormir ou si vous dormez dans de mauvaises conditions, beaucoup de bruit autour de vous, une mauvaise literie, on n'y pense pas assez souvent, mais changer sa literie c'est important. On passe un tiers de notre vie à dormir, donc autant que ce soit dans de bonnes conditions. Tout à fait, le sommeil est hyper important dans la récupération. On parle bien souvent de sommeil réparateur, parce que dans la journée, quand on a eu tellement mal, si au moins la nuit on peut avoir 6 heures de paix, ou pendant 6 heures on ne ressent plus la douleur, c'est génial. On peut repartir d'attaque à peu près, on peut repartir le lendemain dans des conditions plutôt optimales. Par contre, si on a eu mal aussi la nuit, ça fait 24 heures que vous traînez votre douleur, vous pouvez être sûr qu'à H48, ce sera encore pire. Ça va être compliqué. Alors pour conclure notre rencontre, Lucille, est-ce que tu aurais un dernier message, un conseil à donner, à partager pour nous aider justement dans notre quotidien? La douleur n'est pas votre ennemi. Quand vous avez des douleurs de dos ou quelle que soit la partie du corps et qu'elle est très aiguë, ça fait peur immédiatement parce qu'on n'est pas du tout habitué à avoir mal comme ça. Il faut réussir à l'analyser, ça prend un peu de temps. Des fois, il faudra que vous vous blessiez 2 ou 3 fois pour être capable de reconnaître une douleur très forte d'une douleur un peu moins forte, ou en tout cas qui va passer dans la journée. La douleur n'est pas votre ennemi, elle va vous guider, elle va vous rééduquer parce qu'elle va vous apprendre que tel mouvement vous fait mal, pendant quelques temps vous n'allez pas les faire. Et ensuite, quand vous allez vous rééduquer à faire ces mouvements qui vous font mal parce que vous allez vous remuscler, vous allez voir qu'elle va encore vous guider dans votre rééducation. C'est compliqué à peut-être entendre aujourd'hui, mais d'expérience personnelle, je me suis blessée très fort le dos. Pendant 4 mois, ça a été très très dur, tous les jours. Le simple fait de m'asseoir au bord du lit, la douleur revenait, j'avais mal. Au bout de 4 mois, ça s'est tassé. Et avant la fin de ces 4 mois, au bout de 2 mois de douleur, j'ai commencé à me remuscler progressivement le dos. Ça a mis du temps, mais là maintenant, avec plus d'1 an de recul sur la reprise régulière du sport, ma douleur, j'ai toujours des petites douleurs. Elles peuvent survenir de manière totalement aléatoire ou alors c'est souvent un bon indicateur de fatigue chez moi. Par contre, elles m'aident. Là, il faut que je me repose parce que je sens que j'ai besoin de dormir. Là, je vais peut-être majorer un peu ma séance de musculation ou autre. La douleur, certes, ça fait mal, c'est aussi un outil à prendre en compte. Peut-être pas un allié, mais en tout cas un outil. Oui, je pense que c'est important finalement de s'écouter, de prendre du temps pour s'écouter, parce que les douleurs, c'est un signal et qu'il faut en tout cas l'écouter, ce signal. Il faut en prendre connaissance. Quand le signal est petit, souvent on a tendance à l'ignorer. Un coup de Doliprane et ça passe, ou une bonne nuit de sommeil et voilà.
Sauf que quand la douleur d'un seul coup monte de façon crescendo, c'est pas normal. Alors après, attention, si vous avez un doute, n'hésitez jamais à consulter votre médecin traitant ou à prendre un avis d'un thérapeute concerné, bien sûr. Après, l'ostéopathie ne soigne pas tout. Les os fracturés ou autres, on ne soigne pas. Et on ne manipule pas sur un os où il y a une suspicion de fracture. Si tu souhaites en savoir plus sur Lucile, je te mets en dessous cette vidéo donc le lien, les coordonnées et bien sûr la vidéo donc de Majeur Mouvement dont tu as parlé tout à l'heure. Si tu as apprécié cette vidéo, merci de liker, de commenter. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire. N'hésite pas si tu souhaites avoir des informations et des sujets dont tu aimerais que j'aborde. Tu peux également me trouver sur Facebook, Instagram où je partage des conseils, des astuces pour justement améliorer ton bien-être. Tu peux également me retrouver sur Femmes en Harmonie, mon blog où je partage donc des articles complets avec des histoires inspirantes sur les 3 piliers que sont le bien penser, le bien manger et le bien bouger. Merci Lucile pour cette superbe rencontre et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Femmes en Harmonie. Allez, ciao ciao!